Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce beau plateau de la télévision Moutetesi dans notre émission quotidienne Redevable. Une émission qui vise à renforcer la redevabilité citoyenne à tous les niveaux. Nous abordons des sujets d'ordre politique, économique et social pour éclairer la lanterne du public sur des questions qui sont d'actualité et qui concernent la population pour aider la population à prendre des bonnes décisions et des décisions éclairées. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau un grand jeune, un grand leader de la communauté, un grand activiste dans le mouvement de la jeunesse, pour aborder une question qui va parler de la place et du rôle de la jeunesse dans la période préélectorale et électorale en 2023. Et nous attendons en tout cas, sauf changement de dernière minute, les élections présidentielles sont prévues en RD Congo en décembre 2023. Pour commencer, bienvenue Monsieur Johnson Ishara dans notre émission aujourd'hui. Merci, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Et nous disons merci à tout le public qui est venu, Madame Esther, merci d'avoir été là, merci beaucoup Sarah, merci Yves d'être là, merci Monsieur Moutanava, merci Jack et Madame Sylvie d'être avec nous. Nous espérons que vous aurez le temps de discuter et d'échanger un tout petit peu avec notre jeune très leader et très ambitieux. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vous rencontrer, Monsieur Johnson, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de votre casquette ? Bon, ce qui est vrai, j'ai plusieurs casquettes, mais pour le moment, je préfère me présenter sous la casquette du président fédéral du leadership et gouvernance pour le développement. C'est un parti politique de l'opposition républicaine, ayant son président national, le sénateur Matata, et il a plu à la haute hiérarchie de me donner également les responsabilités pour diriger cette formation politique en province. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il doit savoir toutes les questions et tout ce qui se passe maintenant que nous avons Matata Ponyo qui a été Premier ministre, qui comprend tout le rouage de la politique nationale du Congo. Donc je suppose que vous comprenez toutes les questions en cours et la question relative aux élections qui se préparent. Ouais. Voilà, donc pour commencer, la question sera est-ce que vous avez, parce que vous avez été là pendant les élections dernières de 2018 et avant ça, donc ce que je voudrais, c'est que, est-ce que vous avez appris quelque chose du comportement de la jeunesse face aux élections? Comment est-ce que vous pourriez décrire le comportement ou l'attitude de la jeunesse face aux élections présidentielles? Parce que déjà aujourd'hui, vous voyez qu'il y a de plus en plus de mouvements, les amis de... je ne sais pas s'il y a déjà des amis de Johnson Ishara, c'est très probable. Et il y a les amis de un tout petit peu tout le monde. Alors finalement, ça c'est un petit constat que j'ai fait. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez nous décrire le comportement de la jeunesse face aux élections dernières. Et avec les tendances actuelles, est-ce que nous avons le risque de retourner dans la même situation et produire les mêmes résultats? Voilà, donc je vais faire un effort de rester aussi optimiste que possible. Je pense qu'il y a un travail qui doit continuer à se faire en milieu de jeunes. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la démographie en République démocratique du Congo tend vers plus de 60% de la population congolaise est constituée de la jeunesse, et que lors du processus électoral, que ce soit au niveau des législatives comme au niveau de la présidentielle, on est arrivé à plus de 65% de la participation, c'était que de jeunes. Ça veut tout simplement dire que les jeunes ont compris justement le rôle qu'ils doivent jouer, bien qu'il y ait un travail de fond, comme je l'ai dit. Oui. Et il y a également un travail qui a été fait par les organisations de la société civile, les confessions religieuses, le mouvement également, qui ont compris également qu'il faut mobiliser les jeunes pour ça. Mais est-ce que le travail ici est la bonne question? Est-ce qu'on comprend de fond en comble c'est quoi cette responsabilité de la jeunesse? Et quand j'ai souvent le temps de discuter avec mes pères jeunes, je les renvoie souvent à l'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution nous rappelle que le peuple est souverain. La souveraineté appartient au peuple. Et moi, j'ai toujours dit, on doit éviter de confondre l'esclavage à la souveraineté. Quand on est souverain, c'est-à-dire on est ce roi-là qui mérite les honneurs. Et même dans le processus électoral, ces gens qui nous demandent souvent qu'on puisse les accompagner, même si nous décidons de les accompagner, ils vont être là comme nos serviteurs, pas nos rois. Et que le vrai roi, c'est nous les jeunes. Parce que nous constituons non seulement cette majorité, mais aussi la Constitution nous donne cette casquette-là. Donc il y a ce travail-là de compréhension, de formatage de la citoyenneté qui doit se faire. Bien entendu, face à tout ça, la jeunesse est exposée aussi à un défi majeur d'éducation.
tenez, j'ai appris à mon entrée dans ce studio que vous-même vous avez fait le droit. Mais je vais vous dire tout simplement, quand nous avons fait la première année des graduats, comme vous, en Jean 1 déjà, vous apprenez le cours qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Sous d'autres cieux, ce sont ces cours-là qui sont censés former les citoyens. Bon, mais dans quelle atmosphère ces cours est donné? Alors, moi, avec ma mémoire, je peux me rappeler que je fais ces cours à l'Unigom et nous avons été plus de 500 étudiants. Donc, même l'enseignant qui donne cours n'a pas besoin de savoir qui l'écoute, qui ne l'écoute pas. Et comme ça ne suffit pas, ces mêmes cours est donné aux humanités, comme au niveau primaire. Mais quand vous allez aux humanités, les cours d'ESSEM, c'est le cours qui est souvent donné aux plus médiocres. Et ces cours ont la même pondération que le cours de gymnastique. Ce qui veut dire que même dans le programme national, on a tendance à sous-estimer les cours qui sont censés préparer les citoyens. Alors, face à ça, étant un pays démocratique, les jeunes sont maintenant exposés à ça. Bon, maintenant, ils sont là pour avaler les discours qui viennent de tous bords. Voilà, vous allez écouter qu'il y a maintenant les organisations tribales qui sont malheureusement légitimées et les gens se permettent même de lancer des communiqués sur le média. Oui. Il y a, au même moment, les jeunes font face au discours disant nous sommes un seul peuple et alors on est dans une confusion totale. Alors il y a maintenant ce travail-là qui doit se faire, mais je sens quand même qu'il y a cette maturité qui est en train de naître. Si je dis ça, ce n'est pas pour décourager les gens, parce qu'on doit rappeler que même les États-Unis qui sont en train d'atteindre le niveau de maturité citoyenne, ils ont accédé à l'indépendance depuis 1776. Jusqu'en 1880-85, il y avait des crises avec la guerre, vous vous rappelez, des sécessions entre les nordistes et les sudistes. Et la RDC a organisé d'une manière claire ses premières élections, je pense, en 2006. Bon, je vais laisser l'histoire de 1960 avec Kasavubu et Lumumba. Donc, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, on peut quand même se dire qu'il y a un éveil citoyen qui est en train de se faire observer, mais le travail n'est pas fini. Il doit continuer pour que les jeunes comprennent c'est quoi exactement leur rôle dans ces combats électoraux. Merci beaucoup pour cette très belle lecture avec des faits historiques en l'appui. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez des reproches plus spécifiques que vous pouvez formuler à l'encontre de la jeunesse face au comportement? Parce qu'en tout cas, le fait, c'est que nous ne sommes pas obligés, si les États-Unis en ont mis 80 ans ou 90 ans, nous ne sommes pas obligés d'en mettre autant de temps. Tout ce que nous devons faire, c'est apprendre de l'histoire des autres nations, des autres peuples, pour accélérer le processus de prise de conscience de la jeunesse. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez des recommandations, enfin, disons, des reproches plus spécifiques que vous pouvez formuler à l'égard du comportement de la jeunesse face aux élections présidentielles précédentes? Je pense en son temps, avant sa mort, Lumumba avait écrit une lettre à sa femme. Je toujours rappelé aux jeunes, cette lettre, c'était comme une lettre également testamentaire. Parce qu'il a dit, dites à nos enfants que l'avenir du Congo est bon. Mais il a émis une condition. Il faut que cette jeunesse-là prenne conscience de travailler sérieusement. Oui. Et le défi auquel nous sommes exposés aujourd'hui, c'est que la jeunesse doit définir qu'est-ce qu'elle veut exactement pour le Congo. Est-ce que nous avons besoin de politiciens clochards? Est-ce que nous avons besoin de citoyens qui n'ont aucune idée sur l'avenir dans 50 ans du pays? Ou nous sommes à mesure de dire nous voulons que notre pays s'élève comme beaucoup d'autres nations. Parce qu'on doit savoir qu'il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qui ingérient, si je peux me permettre de le dire, qui ingérient le Congo en disant si l'Afrique est à genoux aujourd'hui, c'est à cause du Congo. Oui. À cause du Congo, pourquoi? Parce que Franck Fanon, à son époque, il avait dit si l'Afrique a la forme du revolver, eh bien la gâchette s'est trouvée en RDC. Pour dire que pour que l'Afrique se réveille, il faut que le peuple qui vit au cœur de l'Afrique puisse se réveiller. Et que nous ne voulons pas donner à ces Congos les dirigeants qui les méritent, et que ce qui veut dire que chaque peuple a les dirigeants qui le méritent. Donc si nous avons aujourd'hui une classe médiocre, ça qui veut dire que nous-mêmes jeunes, nous sommes aussi médiocres. Pourquoi? Parce que quelqu'un va venir demain, il va vous dire avec les t-shirts là, ça suffit pour me soutenir. Mais vous ne voulez même pas poser la question, est-ce que tu as mesure d'interpeller un ministre à l'Assemblée? S'il s'agit même du ministre de la Défense, vous vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé avec l'EAC? Est-ce que vous aurez ce courage-là? Bon, il vous dit qu'il sera député. Est-ce qu'il a à mesure également de vous proposer une loi, légiférer une loi? Est-ce qu'il a à mesure? Bon, mais on va voir des gens qui se permettent
de venir au même moment qu'ils veulent être des députés, mais qui promettent aux gens, on va construire des routes, je ne sais pas, on va vous donner à manger. Ce n'est pas leur travail. Donc, c'est ça la première compréhension que je dois faire passer à mes pères jeunes. Mais moi, en tout cas, mon plus grand travail, c'est limite à rappeler à mes collègues jeunes que nous sommes le souverain. Et aucun jour, on demandera au souverain de quitter son palais pour aller entendre un serviteur, comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il suffit que quelqu'un vous dise « accompagnez-moi à l'enrôlement ». Il vous promet 1000 francs, 1500. Vous, les souverains. Voilà. Et vous vous mobilisez, vous mouillez vos chemises pour aller accompagner celui que vous prétendez être votre serviteur. Donc, il y a ces paradoxes-là que nous devons à tout moment nettoyer. Et quand nous arrivons maintenant à prendre conscience, comme vous avez parlé de la question de la redevabilité, derrière cette redevabilité, il y a également ce qu'on appelle du contrôle citoyen. Et le contrôle citoyen nous appelle à être de plus en plus exigeants envers des gens qui nous avons donné le mandat, mais aussi envers nous-mêmes, pour que ce que nous voulons à notre pays, ça va se définir avec le choix que nous allons faire. Mais si nous ne faisons pas avec responsabilité ce choix-là, nous allons encore garder le pays à genoux. En soutenant nos frères, bien qu'ils sont médiocres, en soutenant des voleurs, bien qu'ils nous ont encore corrompus, en soutenant également des traîtres, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que tout ce que nous voulons pour ce Congo, c'est à nous de le définir. Et nous, en tant que jeunesse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question? Merci Esther, bienvenue. Merci. Monsieur Johnson, je suis satisfaite et plutôt d'accord avec votre lecture de tout de suite. Merci. Mais je vais un peu reculer pour peut-être me rassurer que je comprenne en fait l'éveil et la conscience de la jeunesse qui vient à certains moments en période élective. Bon, je vais aller un peu plus loin, non seulement en période élective, mais pour le développement de la RDC et notre avenir. Ouais. Vous avez été plusieurs années auprès de la jeunesse, vous avez accompagné les jeunes, vous avez, avant de prendre le rôle que vous jouez actuellement. Ouais. Et vous pensez qu'il y a maintenant prise de conscience dans notre jeunesse et qu'il y a espoir dans les jours qui viennent lorsque les jeunes comprennent d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Mais selon vous, vous pensez que qu'est-ce qui cloche jusque-là? Qu'est-ce que nous avons fait comme pas et qu'est-ce que nous sommes censés maintenant commencer à faire actuellement pour qu'on sente que nous comprenons au moins, nous avons pris conscience de ce que nous sommes en train de traverser depuis un certain moment et l'apport que nous devons apporter en fait. Merci beaucoup Madame Esther. Pour répondre à cette question, je vais seulement résumer le professeur Godefroy Kamana, paix à son âme. Alors, est-ce que la jeunesse a pris conscience? Est-ce qu'il y a cet éveil-là? Dans toute honnêteté, selon le prof Kamana, la jeunesse de l'Est du Congo doit savoir que le soleil s'élève toujours à l'Est. Si nous devons éclairer le Congo, on ne doit pas attendre que quelqu'un vienne nous dire ce que nous allons faire, parce que c'est ici où le soleil s'élève. Et quand vous voyez les dynamismes qu'il y a dans cette région, en tout cas, il y a ces pas-là. C'est un processus, je suis d'accord. Alors, quels sont les défis, comme vous l'avez posé? Le prof Kamana réitère qui dit les grands défis ici qui nous restent, c'est seulement l'organisation. Donc, il faut qu'on arrive à une dimension où on s'accepte et qu'on s'organise sérieusement. Bon, je ne vais pas prendre les exemples de mouvements citoyens, mais je vais seulement prendre l'exemple de cette guerre barbare qui nous a été imposée. Mais est-ce que vous savez que pour la toute première fois dans l'histoire, encore une fois de ces pays, quand l'agression était en train d'avancer vers Goma, il y a eu des jeunes qui ont quitté leur maison pour aller se constituer en groupe de résistance. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que nous ne sommes pas prêts à hypothéquer notre pays. Donc il y a cet éveil-là. Aujourd'hui, on sent qu'à Goma, dans la province du Nord Kivu, il y a des jeunes qui sont en train de s'organiser dans plusieurs structures d'entrepreneuriat. Pour moi, ça veut dire qu'ils ont compris que beaucoup, et ça fait longtemps, ils ont été mentis par le politicien qu'on va leur donner du boulot. Et pourtant, le vrai boulot, c'est le boulot où on crée pour soi-même. Est-ce qu'on a compris aujourd'hui que maintenant les artistes sont en train
après, pour moi, après Kinshasa, artistiquement, c'est la ville de Goma ou la province du Nord Kivu. Alors, d'où est venu tout ça? Ça veut dire qu'il y a une jeunesse qui est en train de se réveiller. Et moi, je garde ma foi qui est inébranlable, qui va continuer à se réveiller, même dans le processus électoral. Ça va se passer comme ça. Il y a déjà des gens que j'ai vus, ils ont lancé la campagne que zéro élire réélit. Bon, pour qui dirait, nous voulons maintenant rajeunir la classe politique. Okay. Donc, ils ont compris ça, madame. Et on doit pousser plutôt cette jeunesse à arriver à une dimension de s'organiser sérieusement pour qu'on lutte contre ce que le professeur Kaman a appelé la crise de l'excellence sociale. L'excellence sociale, pour lui, définissait ce qu'on n'arrive pas à accepter. Que maître, il a fait le droit, que quand on a besoin de quelqu'un qui a fait le droit, il faut laisser que ça soit lui. Bon, nous sommes maintenant dans une société où des gens veulent sauter sur des opportunités, mais qui ne sont pas des opportunités pour eux. Il faut plutôt laisser à chacun être à sa place. Mais quand on va comprendre ça, on fera que ça. Et le Congo va se réveiller comme un éléphant qui était endormi. Merci. Je veux insister un peu pour demander, vous, selon vous, parce que je sais que vous avez été plusieurs années auprès de jeunes. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Je veux savoir, est-ce que nous jeunes, nous savons d'abord c'est quoi l'éducation électorale? Est-ce que nous savons le rôle que doivent jouer nos politiciens et nos leaders? Est-ce que nous connaissons nos droits et nos devoirs? Vous pensez que cela doit s'organiser entre nous? Nous devons initier, où il y a des gens qui doivent, des hiérarchies, ou des responsables qui doivent initier ces choses, ces formations, ces connaissances pour nous? Ouais, dans un pays des hommes normaux, normalement, ce sont les institutions qui devraient organiser ça. Mais comme je suis en train de vous le dire, c'est que nous sommes en face de beaucoup de défis. Et comme le disait à son époque Mao Zedong, donc si vous voulez détruire un peuple, vous n'avez pas besoin de larguer de bombes. Vous devez seulement détruire son éducation. Ces conglomérats d'hommes politiques qui ont la soif du pouvoir, ils ont compris justement que nous garder cette jeunesse dans l'inconscience ou encore dans le problème d'éducation, ça va leur permettre de continuer à contrôler nos consciences. Mais lorsqu'ils peuvent, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui sait que par mois, il va toucher 21 000 par exemple, il va venir vous dire que lui, il est votre serviteur et que c'est vous le roi? Il va gaspiller son temps pour vous faire croire à ça, mais plutôt il va vous garder dans l'oubli pour que vous ne preniez pas conscience de la responsabilité que vous avez. Maintenant, face à tout ça, c'est pourquoi nous demandons maintenant aux jeunes de travailler maintenant sur eux-mêmes. Nous encourageons l'autodidactie. Comme je vous ai démontré, à tous les niveaux, notre éducation a beaucoup de problèmes. Donc lisons. Comme Tiken Jafakol l'a toujours dit, nous devons creuser partout, lisons pour découvrir. Si on n'arrive pas à nous sensibiliser, nous, sur le processus électoral, sensibilisons-nous nous-mêmes. Si on n'arrive pas à nous éclairer comment nous devons faire, cherchons nous-mêmes cette lumière et partageons ça aux autres jeunes, comme vous le faites, Madame Esther, comme les autres le font. Parce qu'il y a ces défis-là et on ne doit pas se rétracter pour plairer matin, midi et soir, parce que nous sommes le porteur de cette clé pour ouvrir la porte de la lumière que nous voulons voir. Bien, merci beaucoup pour la question, Esther. Il faut que nous puissions reconnaître quand même que le dynamisme actuel fait état d'une certaine évolution en termes de la perception que la jeunesse a de la question politique. Ouais. Il y a une jeunesse de plus en plus active qui s'intéresse de plus en plus et s'engage dans la politique. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, selon votre regard actuel, nous sommes déjà à 8 mois de élections qui sont prévues, en tout cas sauf changement, en décembre 2023. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez nous faire une lecture de tendances actuelles sur les comportements actuels de la jeunesse. Est-ce que vous croyez que nous avons une jeunesse qui risque de retomber dans... Il faut craindre une répétition de l'histoire, de ce comportement de la jeunesse qui a été marqué plus par l'amateurisme et tous ces mots-là que vous connaissez. Est-ce qu'il y a lieu de craindre que cela se reproduise, selon la lecture que vous pouvez faire actuellement déjà des tendances sur terrain? Oui, la lecture que je suis en train de faire, c'est que les jeunes ont compris que ceux qui détiennent le pouvoir, ils passent de nuit en train de travailler sur les techniques de manipulation de masse. Et que la jeunesse fait partie de cette masse-là. Alors, à leur tour, ils font leur mieux pour développer des contre-stratégies, pour que cette manipulation ne puisse pas les atteindre jusque dans les veines. Et il fallait voir, je pense que nous avons été à Goma lors des élections de 2018. Oui.
comme en tout cas tout le monde l'a vu, on pensait que quand on est au pouvoir, on ne peut pas le perdre. Alors, à juste titre, Chadari est venu à Goma, dans le petit stade, le Volcan là-bas, avec tout ce qu'il y avait comme FCC. Par curiosité, je suis parti voir. Mais les gens n'ont pas répondu à ces rendez-vous. Malgré 2 millions de dollars qu'on a déversés dans cette ville, les jeunes ne sont pas partis. Ce qui veut dire qu'ils ont compris, comme on l'a toujours dit en Swahili, Tumukule, Tumukwepe. Donc c'est possible également en politique. Et pendant ce temps, les jeunes sont conscients que les gens vont encore venir avec l'argent, avec leurs techniques de manipulation. Moi, je conseille aux jeunes de bouffer ça. Parce que ça les revient. Mais quand ils seront seuls face à la nation, devoir civique, ils vont seulement dire c'est la personne qui convient. Et à ce moment-là, ils n'ont aucune dette morale envers une personne. Et il y a ce travail-là qui est en train de se faire. Je pense que la manière dont je suis en train de voir l'Union sacrée se comporter, aujourd'hui par exemple, on a du mal à savoir quel est le projet pour ces 5 ans que l'Union sacrée a exécuté dans le Nord Kivu. On a du mal. Bon, on nous a gardés dans l'état de siège. Et puis la guerre a éclaté. Et puis ils ont maintenant toutes les excuses pour nous dire on n'a pas réalisé de projet parce que c'était une province en guerre. Et les jeunes sont en train de comprendre tout ça. Le moment est venu, ils vont dire on avait besoin de ça et ça, mais vous ne l'avez pas fait. Ce qui veut dire qu'il faut maintenant donner la chance à ceux qui peuvent faire mieux. Donc, moi j'estime qu'on ne doit pas sous-estimer les jeunes. Et il faut faire attention avec surtout cette jeunesse de la 4e génération. Et moi, j'encourage déjà les ambitions qui sont en train de naître parce qu'il faut toujours oser dans la vie. C'est en osant qu'on arrive à se mesurer. Je sens qu'il y a maintenant un engouement de la jeunesse qui veut également pénétrer la classe politique. Oui, les défis sont là. Mais il faut d'abord être là pour découvrir ces défis. Et après avoir identifié ces défis, vous saurez maintenant les affronter. Je sais également que le plus grand défi en milieu de jeunes, ils ont tout ce qu'il leur faut pour être dans les institutions de l'État, pour être éligibles. Mais le problème, est-ce qu'ils ont également des capacités financières à se prendre en charge? C'est ça le défi. Mais quand les jeunes comprennent ça, ils vont aussi multiplier des stratégies pour mobiliser ces fonds-là à leur niveau et avoir également le place qui les revienne dans les institutions de l'État. Très bien, merci. En face de la jeunesse, nous recevrons toujours des questions s'il y en a. Il n'y a qu'à nous faire savoir. Si vous avez une question? Oui, monsieur Josué Moutanava. Josué, merci, bienvenue. Merci beaucoup au présentateur, merci beaucoup à Jonto Nishara pour cet éclaircissement sur la prise de conscience des jeunes. Alors ma question est juste de savoir, je pense que Johnson, comme votre invité, il n'est pas sous la barre pour que puisse répondre à nos questions, mais permettez quand même que je puisse poser cette question. Alors, plusieurs jeunes de Goma, Jonathan, vous avez beaucoup plus évolué à Goma, mais pas plusieurs, mais certains jeunes mettent en doute votre engagement citoyen et ce qui joue malheureusement à votre crédibilité. Donc récemment, vous avez été cité qu'il y aurait un jeune activiste qui vient de passer plus d'1 année en train de pupilles dans la prison de Mounzézé parce que seulement il avait dénoncé l'inefficacité de l'état des sièges. Et c'est qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre ici à Goma et voilà maintenant plus d'1 semaine dans la ville de Goma nécessaire d'enregistrer un mort dans une journée. Et on vous cite d'avoir joué un rôle très capital dans son arrestation. Est-ce que cela ne joue pas vraiment à votre crédibilité? Merci. Merci Josué pour la question. Je crois qu'il a la réponse. Ouais, je pense que je lis. Ce n'est pas la première fois, M. Josué, que je lis ce genre des sorties médiatiques que nous appelons souvent des loteries communicationnelles. On se rappellera également que quand nous avons marché pour demander le départ de la MONUSCO pour la toute première fois et que ça nous a coûté le poil de nos narines, quelques mois plus tard, en réunion avec les commandants des opérations des casques blés,
on a fait encore circuler des images dans la ville que nous avons été corrompus par la MONUSCO, tout ça, voilà. Donc, nous, on est des enfants de Goma et on connaît comment ça se passe, Monsieur Josué. Alors, vous dites que nous avons été cités. Moi, je n'ai pas vu là où nous avons été cités. Parce que si vous voulez être cité, c'est soit au niveau de la justice qu'on vous cite, ou soit au niveau des services qui le font. Mais curieusement, je suis tombé sur un message sur les réseaux sociaux comme tout le monde et je me suis abstenu de tout commentaire parce que ça n'engage que l'auteur. Heureusement qu'il y avait un problème de réguler les sorties médiatiques sur les réseaux sociaux et l'État congolais a enfin doté l'instrument juridique pour réprimer maintenant ceux qui peuvent se permettre à salir la réputation des autres. Alors, le combat que j'ai fait dans cette province, par contre, moi je peux passer des journées, des nuits, en train d'aller plaider en faveur des autres, mais pas plutôt voir quelqu'un croupir en prison. Et je suis désolé que cela a attiré l'attention de certaines personnes. Alors, est-ce que ça joue à ma faveur ou à ma défaveur? Je pense que la vérité dans le leadership, quand vous avez accepté d'être quelqu'un-là qui portera le fardeau des autres, avec ou sans rien, rassurez-vous que derrière vous, vous aurez également toute une armée d'ennemis pour combattre et qui se battront pour étouffer votre lumière. Donc, dans toute vérité, ce que je suis conscient et je suis informé de tout ce qui se passe dans cette ville en matière de salir la réputation des uns et des autres. Mais consciemment, je pense que ça soit celui qui a été arrêté, que ça soit moi-même. En tout cas, nos consciences sont tranquilles. Voilà, donc c'est un dossier que personnellement j'étais en train de suivre et qu'on ne sait pas qui a été l'auteur de ces messages parce que même l'auteur ne s'est jamais identifié pour nous dire pour quelles raisons il peut faire ça. Mais nous prenons quand même acte qu'on ne peut pas, être content de tout ce que vous faites et comme on ne sera pas du tout mécontent de ce que vous serez en train de faire. Donc on est conscient de ça, Monsieur Josué, et que rassurez-vous qu'il n'y a aucun rôle que quelqu'un de mon niveau peut jouer pour qu'on arrête un jeune. Surtout que je ne suis pas en tout cas la personne à avoir émis des charges sur cette personne. Merci, Monsieur Josué, ça a répondu à la question. C'est OK, vous êtes satisfait? Bon, j'ai très bien dit que l'auteur n'est pas à la barre pour convaincre tout le monde. C'est exact. Et s'il n'arrive pas à me convaincre, ce n'est pas encore à moi de pouvoir encore le dire pour qu'il puisse encore se répéter. Mais c'est exact. Quand il a dit ce qu'il pouvait dire, merci. Merci beaucoup. Alors, revenons à notre dernière question pour cette émission. Monsieur Johnson, alors, avec les tendances actuelles, je voudrais savoir comment est-ce que nous pouvons capitaliser cette force de l'RD Congo, qui est la jeunesse que nous avons. La seule chose qu'il nous faut, avec le taux de participation, vous avez estimé à 65% pour les élections passées, je suppose que ce taux pourrait s'élever pour les élections prochaines. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez des propositions pratiques que nous pouvons mettre en place pour pouvoir accompagner, encadrer la jeunesse et lui permettre de pouvoir faire un choix, le choix judicieux et doter nos institutions des leaders qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, je pense aujourd'hui il y a un travail qui doit se faire. D'abord, à premier niveau, c'est au niveau des familles. Oui. S'il y a certaines familles qui ont quand même de jeunes filles comme garçons qui ont compris c'est quoi les civismes, ils doivent en parler en famille parce que c'est de la famille où part tout travail de conscientisation. Il y a également un autre travail qui doit être fait par les confessions religieuses, les églises. Parce que pour moi, les confessions religieuses, c'est parmi les structures qui peuvent aider le Congo à marcher. Aujourd'hui, dans une église, si le pasteur dit aux croyants que désormais ne jetez plus des ordures sur la voie publique, la façon dont un croyant va écouter ça est différente de la même manière que le maire de la ville peut écrire un communiqué. Parce que pour les leaders religieux, ils vont comprendre comme si c'était une parole venue du ciel. Et tout le monde va s'y mettre. Donc, il y a un travail qui peut se faire également dans les églises où on dit, voilà, c'est
comment un citoyen doit se comporter pendant le processus électoral, surtout que dans beaucoup d'églises, il y a également beaucoup de jeunes, donc le message peut facilement passer. Donc, à part ça, il y a également le travail des organisations, de la société civile, des institutions, malheureusement, qui, pendant ces temps-là, on vit comme si on était dans une transition, parce que l'attention de beaucoup d'acteurs sont concentrés vers les élections et que répondre aujourd'hui aux besoins, ça devient casse-tête. Alors, face à tout ce travail, il y a maintenant un volet très majeur, très important, parce que, comme je l'ai dit au début, ce sont les jeunes qui doivent encore travailler pour qu'ils arrivent à s'organiser et faire passer un message sérieux pour dire voilà ce que nous voulons pour la jeunesse, voilà ce que nous voulons pour notre province, voilà ce que nous voulons pour notre pays. Et là, qu'on aille maintenant au-delà des antivaleurs. Les antivaleurs aujourd'hui qui sont en train de tuer notre pays, surtout dans la zone Est, c'est la question de communautariser même les élections. Parce qu'on a tendance à dire que nous avons choisi la démocratie. Mais parfois, je suis tenté à me dire que peut-être la démocratie est venue tuer également certaines de nos valeurs. Parce que quand on a été dans la Seconde République, vous devez savoir qu'on n'avait même pas le courage de rappeler de quelle tribu on est. Mais pendant la démocratie, parce que les élections sont aussi régionalistes, ça fait ce que les gens s'enferment maintenant dans les petits cercles communautaires. Et ça peut faire que même si le vôtre, il est médiocre comment, il y a un adage swahili qui dit au moins Nikiba Nikietu. Et malheureusement, il faut qu'il bat Nikietu et ça va tuer malheureusement le pays comme ça. Donc si nous dépassons ces niveaux-là, nous allons maintenant avoir des hommes d'État dans ces pays et ne pas garder que des politiciens qui peuvent changer de tenue de leur veste à tout moment. Merci beaucoup de votre réponse, M. Johnson. Il y a une dernière question? Ouais. On va prendre une dernière question et puis on aura fini. Merci, bienvenue Esther. Merci beaucoup, Placide. Je veux dire, pour la dernière question de M. Placide, la force, la jeunesse de la RDC, je veux savoir, lorsque vous avez été pour de jeunes, pendant votre amendement, pendant ces temps-là, parce que maintenant vous avez notre casquette, et je voudrais juste savoir si vous avez pensé à instaurer un système ou préparer une équipe, au fait, qui pouvait peut-être que, même si ce n'était pas vous, ce n'est plus vous, au fait, pour ce travail-là, vous faites autre chose, mais vous avez quand même une équipe avec un système pour essayer de notre jeunesse à se former, à prendre plus de connaissances sur ce qu'ils sont censés faire. Parce que, vous savez, lorsque vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas la matière qu'il faut pour une tâche ou pour une lutte, c'est purement compliqué. Parfois, ça ne se fait pas comme vous voulez, ça ne se fait pas comme vous attendiez, ça ne se fait pas comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que notre jeunesse aujourd'hui a besoin d'être informée et d'être formée sur toutes ces questions. Et toutes ces initiatives doivent être prises par nous-mêmes. J'aimerais juste savoir si, après le casquette que vous avez actuellement, est-ce que vous avez monté une équipe ou un système qui pouvait accompagner certains jeunes qui ont la volonté, bien sûr, de savoir quelque chose sur ce qui les attend ou sur le rôle qu'ils doivent jouer pour aider notre communauté actuelle? Merci. Merci. Quand vous répondez, je vous prierai d'être très bref, comme le temps nous presse, Monsieur Johnson. Merci, Madame Esther. Votre question me rappelle d'une chose que je ne pouvais pas me pardonner de quitter cette émission sans rappeler ça aux téléspectateurs. Ce qu'on doit savoir, Madame Esther, que chaque fois qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour aider ces pays, il y a d'autres également qui travaillent jour et nuit pour détruire ces pays. Et il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Et là, cette réponse corrobore également à la question que M. Josué Moutana va poser. Alors, nous avons été, bien entendu, aux côtés de jeunes dans des structures au Conseil provincial et au Parlement, où je fais 3 ans. Et pendant 3 ans, nous avons lancé des grandes campagnes d'éveil citoyen. La première campagne, c'était des rendez-nous compte. Rendez-nous compte, on voulait justement, comme le journaliste l'a fait avec son émission, des redevabilités. Tous ceux qui nous gouvernent doivent souvent revenir auprès des jeunes pour répondre aux questions des jeunes. Qu'est-ce que vous faites du pouvoir qu'on vous a donné? Les députés qui sont partis doivent revenir pour nous expliquer, pour que nous-mêmes, nous puissions également leur donner des cahiers de charges. Et j'aurais bien voulu que cela continue. Nous avons lancé notre campagne. C'est la campagne également « Pourquoi dois-je vous soutenir ?» Pourquoi dois-je vous soutenir? C'était justement pendant la période électorale où
On doit éviter de soutenir quelqu'un parce qu'il s'appelle seulement Johnson et vous aimez son nom. Vous ne connaissez rien de sa tête, mais vous dites, bon, moi je l'apprécie. Ce sont des gens comme ça qui tuent le pays. Mais plutôt, vous devez soutenir quelqu'un parce que vous l'avez écouté. Vous l'avez posé des questions. Et en racontant vos questions, les dire et les faire sont de mèche. Et là, vous êtes d'accord. La troisième campagne qu'on avait lancée également, c'était pendant la période des crises sécuritaires. C'était de dire, je donne ma part pour protéger le pays. Ce qui voulait dire que l'armée va faire son travail, les services de l'ANER vont faire le travail, DGM, ainsi de suite. Mais il y a également une population qui ne doit pas rester amorphe. Parce que si aujourd'hui, l'Afghanistan n'a jamais été sécurisé, malgré toutes ces armées du monde qui sont parties là-bas, c'est parce qu'il y avait un divorce. Et le divorce, c'était la population et l'armée. Mais si alors nous voulons imposer la sécurité dans notre pays, dans notre province, les jeunes doivent accepter de faire ce mariage-là civilo-militaire. Collaborer avec les services de sécurité en dénonçant le mal, là où vous êtes. Et je pense qu'en quittant le Parlement des jeunes, toutes ces activités sont restées sur la table. Mais comme les hommes passent, les institutions restent, je n'ai aucune influence encore pour demander aux jeunes, faites ce que je vous dis. Mais je sais quand même qu'il y a des jeunes courageux qui sont là, qui peuvent aussi revoir et redéfinir, réadapter aussi. Mais nous avons également une autre structure que nous accompagnons, c'est la dynamique Génération Consciente, où il y a également d'autres jeunes qui font les mêmes activités et que quand ils ont besoin de nous, nous intervenons. Merci beaucoup Johnson, merci beaucoup Madame Esther d'avoir été là, merci Sarah, merci Yves, merci Josué, merci Madame Sylvie, merci à tous d'avoir pris un peu de votre temps pour participer à cette émission, à la jeunesse. Merci à vous, Monsieur Johnson Ishara, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Alors, on reprend rendez-vous pour la prochaine, on espère vous retrouver prochainement. À tout le monde, merci et ciao.